tous les papillons qu'on peut avoir dans la Drôme qui sont sur prunelier, bah je les ai. Et sans trop forcer en plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette haie-là, cet arbre-là, il est dans une quantité suffisante et dans un espace qui fait qu'il est hospitalier aux vivants. Bon, les mares qu'on a recréées, on n'avait plus les plantes sous la main, elles n'étaient plus là pour recoloniser. Mais en fait, les plantes aquatiques, ça répond tellement bien qu'en fait, tu en récupères un pied. Tous les gens de Réensauvager la ferme, de ferme paysanne et sauvage, qui commencent à faire des mares, bah du coup, là, ça va être un peu une mare, une mare pépinière. C'est que toutes les plantes qui sont ici, elles poussent super bien. Donc dès que quelqu'un crée sa nouvelle mare, hop, on lui envoie un petit lot de plantes. Et on lui envoie les plantes qui sont pionnières, enfin les plantes qui sont initialement présentes dans la Drôme. Bienvenue dans l'épisode 80 du podcast Agroécologie voyageuse. Moi, c'est Opaline, créatrice de ce podcast, et je passe une grande partie de mon temps à collecter les paroles et expériences inspirantes de paysans et paysannes et de tous les humains qui régénèrent la terre, pour vous les partager ici. C'est ma passion, vous l'avez peut-être remarqué si vous suivez le podcast depuis quelque temps. À la fin de l'épisode précédent, nous étions arrivés à un moment de la visite de la ferme du Grand Laval dans la Drôme, où Melvin présente l'incroyable effet des haies sèches. Ces haies, constituées de bois mort glanés sur la ferme et qui représentent des habitats pour un grand nombre d'espèces, et notamment les reptiles. Melvin va continuer de parler des mares, il y en a quand même 17 sur la ferme et chacune est unique, et de toutes les manières de favoriser la nidification de certaines espèces d'oiseaux et de reptiles sur une ferme. On va découvrir ensemble les haies spontanées et voir les différences de diversité entre les 25 hectares de terre repris il y a 5 ans, les 5 hectares repris par Sébastien et Elsa il y a 1 an, et les parties de la ferme réensauvagées depuis 17 ans. Préparez-vous à une petite surprise à 4 minutes. Belle écoute! Gracias, Pachamama. Gracias, Mamá Madre Tierra. Gracias, Pachamama. Tu vois, on laisse le bois mort, on le laisse. Donc les plaques là, c'est pour les reptiles. C'est que les reptiles, tu vois, ils ont besoin de se chauffer le matin au soleil. Et souvent, ils sont dans les brousses, sous les tas de pierres, sous les tas de bois. Et pour les suivis, justement, c'est une galère. On va pas s'amuser à soulever les pierriers ou les trucs, on les trouverait pas parce qu'ils seraient partis. Et du coup, il y a cette alternative-là de mettre une plaque noire. Eux, c'est comme si c'était un pierrier ou quoi que ce soit, donc on les cacher en dessous. Sauf que nous, ça, on a juste à le soulever, les machins ils sont surpris en dessous, on peut les voir, tu vois. Ça nous permet, nous, tu vois, de pouvoir les observer facilement. Et donc, du pouvoir faire un suivi qui est pas mal. Bon, les trucs que tu verras nulle part ailleurs, je pense. Dans le verger, ils ont enlevé des arbres. Là, c'est ça, cette année, ça a 3 mois comme mare. C'est déjà de la folie. Donc, ça fait de l'eau pour les brebis. Mais c'est juste, en fait, accueillir le vivant dans le verger, quoi. Et il y a 6, 7, 8, il y a 10 mares dans le verger. Donc le verger il fait je crois 2 hectares, il y a 10 mares. On peut faire des mares, on en fait. Ça fera plus de vivants, ça fera quelque chose, on ne sait pas ce que ça fera et on verra bien. Il y a les larves de libellules qui sont sorties sur la tige de jonc. Quand la larve qui sort, elle va se poser en évidence sur un perchoir et l'adulte va sortir avec les ailes. Mais ce que je comprends pas, c'est que c'est cette année, et il y a déjà des trucs qui sont sortis, quoi. C'est-à-dire normalement c'est plus tard? En fait, c'est que ça met le cycle des larves, ça met 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, c'est qu'on a importé 2-3 plantes, donc je pense que c'est les plantes qu'on a importées. Mais tu vois, il y a déjà plein de libellules alors que la mare, elle a 3 mois, quoi. Tu vois, ce que tu dis, cette colonisation, c'est extrêmement. Quasiment toutes les mares que tu vas voir, là, elles ont 3 mois. C'est vraiment la nouveauté de cette année, c'est les zones humides, ils en ont vraiment rajouté en plus. Tu vois, avant, il y avait le. Tu vois, ça, c'est un truc que je découvre, l'importance de. Ça fait paraître tout con, mais l'importance de l'eau. En fait, en tant qu'ingénieur agro, on m'a jamais expliqué à quel point l'eau c'était important. Le sol. L'eau, ok, tu vois, la pluviométrie, mais créer des espaces dans la ferme. Tu vois, typiquement pour les fruitiers, ces mares-là, je pense qu'elles n'ont pas vraiment d'intérêt dans le sens où.
au sens de l'eau, parce que c'est une bâche. Donc comme c'est une bâche, ils récupèrent pas l'eau. Bon après les libellules, tu vois, elles bouffent les moucherons, les guêpes parasitoïdes, des trucs comme ça, donc ça doit avoir un intérêt. Mais il faudrait que ça soit une mare en pleine d'eau pour que ça ait, je pense, un vrai intérêt pour eux. Mais oui, en fait, tu vois, dans les habitats qu'ils créent, donc il y a ce CS spontané. Donc c'est que de l'espèce locale, tu vois, parce que tu vas voir les chasseurs, des fois ils te mettent de l'herbe de la pampa ou des trucs exotiques. Là on a du prunellier, on a de l'aubépine, on a du chêne, on a que ce qu'on spontanément on verrait ici. Ça a poussé, ils l'ont laissé pousser et on a des haies qui sont magnifiques quoi, de prunellier là. Et tu vois, tous les papillons qu'on peut avoir dans la Drôme qui sont sur prunellier, bah je les ai. Et sans trop forcer en plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette haie-là, cet arbre-là, il est dans une quantité suffisante et dans un espace qui fait qu'il est hospitalier au vivant. Parce que des fois, quand tu es dans ton jardin, tu plantes une carotte, tu vas pas avoir le machin de la carotte, tu vois, parce que c'est pas en grande quantité, c'est pas dans l'endroit. Et que là, en fait, on a réussi à recréer l'habitat. Et le truc qui nous montre que l'habitat fonctionne, marche et est hospitalier, c'est le fait qu'on trouve toutes les espèces qui peuvent être dessus, on les trouve. Tu as même de la ronce aussi. Et oui, non, mais tu vois, les ronces, tu vois, c'est un truc qui est extrêmement hospitalier au vivant. Il y a plein d'espèces qui en dépendent, que ce soit pour le nectar, pour les fruits, pour l'abri. Et là, tu vois, ils en laissent pas mal, donc ce qui est cool. Et c'est aussi important dans la régénération forestière, parce que les ronces, c'est ce qui empêche les gros herbivores d'aller brouter les trucs qui ressortent, ouais. Donc tu vois, tu as les arbres qui ressortent, des ronces, tu as plein de trucs, et ce qui permet à... Tiens, le martin pêcheur. Où ça sur l'arbre... Oh, trop classe. Attends, j'envoie juste un message pour leur dire. Eh non, mais attends. Parce que lui, en fait, je vais te montrer un truc après, mais... Ah oui, on le voit. Tu le vois? Cool. Je sais pas s'il s'est barré, les jumelles, ça peut être utile. Ah oui, tiens. Je pense qu'il il se barre là. Oh. Ça t'as l'œil, hein. En vrai, c'est pas sûr. Et tu penses qu'il vivait avant dans cet endroit-là? Martin pêcheur, ici on l'a déjà croisé l'hiver, c'est en hivernage. Donc tu sais, il est de passage parce qu'il n'avait pas son habitat. Il y avait genre 2-3 mares sur la ferme. Martin pêcheur, il a besoin de quoi? Tu vois, typiquement c'est ça. Il a besoin donc d'eau avec de l'amphibien ou du poisson pour se nourrir. Et il a besoin de mottes de terre à nu abruptes pour creuser sa galerie et nicher. Donc l'hiver, il pouvait passer, il pouvait rester quelques jours, manger 2-3 larves et tout, ça lui faisait à manger. Il n'avait pas l'endroit de nidification. Là, ça c'est la mare, elle a 3 mois aussi, elle a été créée cet hiver. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, mais la terre, plutôt que de l'enlever, bon, tu vois, c'est colonisé par le végétal, mais si on en faisait juste un tas de terre abrupte, donc nous, ce qu'on avait en tête, c'était le guêpier, j'avais pas pensé au martin pêcheur, mais pour recréer l'habitat du guêpier de nidification, du martin pêcheur, mais il y a plein d'espèces d'insectes qui ont besoin de terre à nu, tu sais, les abeilles, pas les charpentières, mais les maçonnes et tout ça. C'est un habitat qui est important, qu'on n'avait pas sur la ferme, donc qui a été créé. Et les guêpiers, ils sont venus, ils ont commencé à nicher, sauf qu'il y avait en même temps, c'est les trucs là, qui tirent des cartouches de gaz là, pour faire fuir les pigeons, donc ça leur a fait peur, donc bon, malheureusement, ils sont partis. Mais ça pour dire, tu vois, qu'on a créé un truc potentiel, on a proposé, on a fait, tiens, il n'y avait pas aussi cet habitat-là, donc on avait les tas de bois, les machins, les pierriers, il n'y avait pas le tas de terre, qui est intéressant pour pas mal d'espèces. On l'a proposé, les abeilles bingo, les guêpiers ils sont passés, ça leur a quand même tapé dans l'œil, tu vois, ils sont juste pas passés au bon moment. Là le martin pêcheur, tu vois, il est passé, ça se trouve. Là tu sais, c'est peut-être un jeune où les adultes ont fini leur pro, ils commencent à se balader et tout ça plus loin. Donc tu vois, pareil ce que je disais tout à l'heure, s'ils se baladent, ils savent pas où ils arrivent, lui il arrive sur la ferme, il fait son petit tour, il fait il y a 2-3 mares, je vais rester manger 2-3 jours. Il fait il y a un tas de terre, si c'est un jeune, il se dit bon l'année prochaine, là il n'y a pas de mâle ou de femelle. C'est adulte, c'est pas le territoire de quelqu'un, donc en fait, nouveau territoire, et l'année prochaine, ça se trouve, il niche dans les terriers, quoi. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Et tu vois, là, c'est pour ça que de l'avoir vu, je suis content. C'est pas parce que c'est l'oiseau bleu orange qui est trop joli, c'est juste de me dire, j'avais pas pensé, lui aussi, en fait, on peut le favoriser avec ce qu'on a créé, et que ça se trouve, l'année prochaine, il sera nicheur. Et ça fait trop plaisir, tu vois. Les mares, on en a fait plein, tu vois, les mares, elles ont jamais la même tête. Il y en avait toutes petites que t'as même pas vues, parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Là, il y en avait des moyennes profondes et végétalisées. Là, tu vois, c'est de la mare qui n'est pas végétalisée, parce qu'on a pas des mares. Ouais, un petit peu, mais ça va rester quand même très peu végétalisé, très pionnière, avec du sable. Donc c'est pour favoriser certaines espèces. Ouais. Donc, typiquement, le crapaud calamite, qui est une espèce, je sais pas si tu connais, qui est dans des petites mares pionnières, des petites flaques d'eau chaude et tout ça. Celui qui a été... Enfin, les soulèvements de la terre, ils en parlent, je crois.
Parce qu'avec la construction d'autoroutes, il y a des naturalistes qui ont dit que le crapaud calamite pouvait disparaître. En fait, ça l'attire, parce que c'est justement ça, les chantiers et tout, c'est des petites mares pourries, sans végétalisation, il n'y a que lui, donc comme ça il ne sera pas manger ses larves, ses têtards. C'est le martin pêcheur qui repasse. Hop, là. Sauf que du coup, le chantier, il se fait écraser, les mares elles vont être recouvertes. Enfin, en fait, c'est un peu un piège écologique, c'est qu'il croit que c'est son habitat, mais en fait l'homme il ne le laisse pas l'habitat. Donc, voilà. Et en fait, cette année, il a réussi à venir ici. Et on a eu des milliers de têtards, on a eu une dizaine d'individus dans cette mare-là. On a essayé de créer une mare différente des autres. Tu vois, c'est pareil, c'est de se dire, tiens, on crée une mare. Mais non, en fait, nous, on va créer plein de mares différentes. On va pas faire la même, on va créer plein de mares différentes. Comme ça, niveau potentialité, on va être plus large. Et ça marche complètement. Parce que du coup, on a le crapaud calamite là, on a le crapaud alite là-bas, parce qu'on a aussi fait son habitat à lui. On a la grenouille rieuse là-bas, parce que c'est plus son... Mais tu vois, chacun trouve son habitat. Et du coup, on a une diversité qui est folle, tu vois. On n'a pas juste la même diversité des mares, c'est chaque mare, on a une diversité différente. Petite pause ici pour vous partager quelques chiffres issus de l'intervention de Melvin au Festival en ligne des Jardins Forêts. Je vous partagerai un épisode bonus d'ici quelques jours avec le replay complet audio de l'intervention de Melvin. Si vous souhaitez voir le diaporama de son intervention, riche de magnifiques photos et graphiques très pédagogiques, je vous invite à aller le voir en vous inscrivant à la permathèque des alvéoles. Et ensuite, là, on va juste parler un petit peu des oiseaux. Je me suis amusé à prendre les oiseaux qui étaient nicheurs sur la ferme et qui avaient une tendance à l'échelle nationale en augmentation. Donc, typiquement, la mésange charbonnière, à l'échelle nationale, elle est en augmentation de plus 7% en 30 ans. Et donc, il y avait une vingtaine d'oiseaux qui étaient nicheurs sur la ferme et qui sont classés comme en augmentation à l'échelle nationale. Et j'ai comparé leur tendance sur la ferme et à l'échelle nationale. Et là, j'ai vu qu'il n'y avait pas de différence significative, c'est-à-dire que sur la ferme comme à l'échelle nationale, ces oiseaux-là sont en augmentation. Bon, on va dire, s'ils augmentent en France, c'est pas étonnant qu'ils augmentent sur la ferme. Ensuite, j'ai fait pareil pour les oiseaux qui étaient stables à l'échelle nationale par rapport aux oiseaux. Et donc, typiquement, vous avez la cicole des gens, là, vous voyez, donc il y a plus 0% en 30 ans à l'échelle nationale. Et il y avait donc la cisticole qui est nicheuse sur la ferme. Et on en a d'autres aussi, des oiseaux qui sont stables à l'échelle nationale, qui sont nicheurs sur la ferme. Et je les ai comparés leur tendance sur la ferme à la tendance nationale. Et là, j'ai vu que les tendances étaient différentes, que la tendance nationale n'expliquait pas celle du Grand Laval. Et en plus de ça, c'est quasiment, en fait, la tendance des oiseaux stables à l'échelle nationale était en augmentation sur la ferme. C'est-à-dire que les oiseaux on va dire, qui stagnent à l'échelle nationale, sur la ferme, ils continuaient d'augmenter. Donc là, déjà, on commence à voir quelque chose. Bon, après, juste être significativement différent en moyenne de 0, c'est pas très surprenant, mais vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Et là où ça a été le plus intéressant comme résultat, c'est qu'on a fait pareil pour les oiseaux qui sont une tendance en déclin à l'échelle nationale. Donc typiquement, vous prenez la tourterelle des bois, c'est une espèce qui a moins 50% en 30 ans sur le territoire français. Et du coup, on a comparé donc la tendance des oiseaux qui étaient nicheurs sur la ferme, mais en déclin à l'échelle nationale. Et on s'est rendu compte que la tendance nationale n'expliquait pas la tendance de ces oiseaux-là, sur la ferme du Grand Laval, mais qu'en plus, les oiseaux qui étaient en déclin sur la ferme du Grand Laval, ils sont tous en augmentation sur la ferme du Grand Laval. Et ça, c'est quand même un résultat qui est fort, parce que tout à l'heure, je vous disais que le milieu agricole, c'est l'endroit où on dit que c'est une purge, c'est complètement hostile au vivant, qu'il y a tout qui diminue, qui dégringole dans ces endroits-là. Et là, on a un milieu agricole, des espèces qui sont en déclin à l'échelle nationale. La tourterelle des bois, c'est un milieu certifié en milieu agricole, mais aussi forestier, qui se fait bien plomber par les chasseurs. Et sur ce milieu agricole-là, elle est en augmentation. Et pour plein d'autres oiseaux en déclin, le milieu agricole, la ferme du Grand Laval, est un endroit de croissance pour ces espèces-là qui se portent mal ailleurs. Et ça, c'est vraiment un message que je trouve vraiment fort, vraiment rassurant. Et tu vois, donc ça, c'est une haie plantée. Donc tu vois, bizarrement, elle est moins folle que les haies qui n'ont pas été plantées. Et il y a un truc, tu vois, c'est que comme c'est des haies qui sont récentes, les cavités, tout ça, on ne peut pas les proposer aux animaux pour l'instant parce que les haies sont récentes. Et ça va prendre vraiment longtemps à faire. Et du coup, il y a Brice, donc, qui est le président de Grand Cheval à la ferme, qui est aussi, qui a Grigny-Nichoir, je sais pas si tu connais, il va dans les milieux agricoles et il propose de faire plein de nichoirs pour offrir
ce qu'on ne trouve pas dans les fermes récentes, c'est qu'il n'y a plus de cavités. Et le temps que les arbres poussent, le but c'est pas de remplacer les cavités, c'est juste le temps que les arbres. C'est comment inviter le vivant dans les cultures, alors qu'il n'y a pas encore l'habitat. Et du coup, tu vois, il y a vraiment des nichoirs partout. Ça, c'est un nichoir à faucon cresserelle, il y a des nichoirs à chauve-souris. Ça, on peut poser plein de trucs différents. Ouais, en fait, ça reprend comme si c'était un gros arbre avec un trou au milieu. Dans la bûche, de l'autre côté, il y a un trou. Et tu vois, c'est vraiment ça. C'est pour l'instant, il n'y a pas encore ces arbres à trous. Comment on fait pour si on veut quand même avoir du faucon cresserelle et qu'on n'a pas les arbres à trous, là, on essaie de trouver une solution en attendant, tu vois. Tu peux aller sur les chantiers d'autoroute, récupérer les vieux trognes qui dézinguent. Ouais. pour les- Regarde ça aussi, là, regarde les nuages de moucherons. Et ça, c'est le plancton aérien, c'est la base de la chaîne alimentaire. Ouais, je veux passer en milieu agricole d'habitude, tu vois. Donc l'état de terre, l'état de bois, l'état de pierre, les haies naturelles, les haies fruitières, les mares de différentes, les petites parcelles, les bandes enherbées. Tu vois, déjà, tout ça, en fait, c'est des trucs, tout seul, on sait que ça fait du bon. Et en fait, le fait d'avoir tout mis, bah, Ça, c'est planté aussi par la ferme. non, ça, c'est spontané. Spontané. Il a- Ouais, les acacias, c'est le premier truc qui pousse, en fait, ça pousse super vite. Et juste, il s'est dit, bah, en fait, du coup, plutôt que de planter, m'acharner à planter un truc que j'ai envie de planter, je vais laisser pousser ce qui pousse spontanément. Mais là, si t'avances, après, c'est pas que de l'acacia, hein. Au pied, ça commence les pruneliers, les aubépines, tout ça. Alors là, c'était le colza qui l'a moissonné et tout. Donc là, je pense que oui, il est en train de préparer la parcelle pour autre chose. Et du coup, ouais, ici, il pratique le labour peu profond, quoi. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas ce qu'il y a de pire. Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment, ils font avec ce qu'ils ont. Enfin, ils peuvent pas faire sans tracteur ou quoi que ce soit, par contre. L'autre jour, quand il y avait les inventaires du vivant, il y avait un mec qui était ultra perplexe devant cette plante, un botaniste. Vraiment perplexe, je viens le voir et je fais, mais. Ouais. Je dis, bah, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Il fait, c'est un danger critique d'extinction, cette plante. Il fait, ah ouais? Je fais, elle n'est pas arrivée toute seule. Oh non, non, on l'a acheté à un mec un gars qui est dans végétal local, spécialiste dans les plantes aquatiques. Il dit, mais quand c'est un danger critique, c'est interdit à la vente. Ah, mais c'est le patron de la LPO qui nous l'a filé, celle-là. Il fait, ok. Et les autres, ah non, ça a poussé spontanément en 3 mois. Ok. Il nous montre une autre plante, là, les pistes sapins que tu vois là-bas, il fait, ça aussi, c'est un danger critique d'extinction. Ah. Et en fait, tout ça, c'est des plantes qui sont en danger critique parce qu'on a détruit les mares, on a détruit les machins. Et en fait, ouais, parce que tu vois, ça pousse super bien. C'est juste qu'en fait, les mares qu'on a recréées, on n'avait plus les plantes sous la main. Elles n'étaient plus là pour recoloniser. Mais en fait, les plantes aquatiques, ça répond tellement bien qu'en fait, tu en récupères un pied. Et en fait, là, ce qui est bien, c'est que du coup, tous les gens de réensauvager la ferme, de ferme paysanne et sauvage, qui commencent à faire des mares, bah du coup, là, ça va être un peu, une mare, une mare pépinière. C'est que toutes les plantes qui sont ici, elles poussent super bien. Donc dès que quelqu'un crée sa nouvelle mare, hop, on lui envoie un petit lot de plantes. Et on lui envoie les plantes qui sont pionnières, enfin les plantes qui sont initialement présentes dans la Drôme, qu'on n'a plus parce qu'on n'a plus de mare naturelle. On va pouvoir leur ramener une végétation locale plutôt qu'une végétation pauvre des 2-3 trucs qui restent, tu vois. Parce qu'il reste quoi? Après, il reste la salicaire, le truc avec les fleurs violettes, c'est très beau, mais voilà. De la phragmite et de la menthe aquatique. On n'a plus que ça en fait dans nos mares parce que toutes les autres, elles ont trop subite la perte des mares. Et en fait, là, on peut les faire revenir. Et du coup, c'est aussi un autre truc, c'était un peu d'être une source pour toutes les initiatives qu'il y aura aux alentours. Ça va pouvoir partir d'ici, quoi. Mais surtout que du coup, la plante va pouvoir repartir et va recoloniser. Et grâce à ça, quoi, là, tu vois, du coup, pour le coup, c'est pas spontané, c'est assisté, c'est aidé, mais c'est un truc qu'on peut aussi faire. Les larves de libellules sont dans l'eau, elles sont de têtards, de machin. Elles vont sortir, tu vas grimper en haut d'une tige et l'adulte va sortir en fait de sa carapace, en gros, faire sécher chez elle et après va s'envoler. Là, il y en a une belle quantité. Là, c'est bien beau de vous faire vibrer avec des belles images, mais si on veut parler chiffres, c'est plus de 2000 espèces qui ont été recensées en 2 ans. Donc, dans un milieu agricole, ça veut à la fois tout et rien dire parce qu'on n'avait jamais fait ça avant, donc on ne sait pas en fait ce qu'un milieu agricole peut accueillir. Mais quand on ouvre un guide de terrain naturaliste, par exemple, le petit papillon juste au-dessus, que vous voyez là, orange, joli, qu'on appelle les mélités, dans la Drôme, il y en a 7, un qui est en milieu montagnard, un en milieu méga humide, très rare, très localisé, et tous les autres, on peut les trouver dans les habitats qu'il y a sur la ferme. Et bien, sur la ferme, on trouve les 5 espèces. Et je ne les ai pas vues une fois, je les vois tous les jours.
Et en fait, quand on Non. jouerait à un livre de terrain, toutes les espèces que je pouvais trouver dans la Drôme, j'arrivais à les trouver sur la ferme très facilement. Et en plus de ça, on trouvait des surprises, des trucs qu'on pensait pas du tout. Enfin, on savait même pas que ça existait dans la Drôme. On les a trouvés sur la ferme. Il y a plein d'espèces qui avaient très peu de stations, donc d'endroits où on les connaissait en Drôme. Et à chaque fois, ces espèces très localisées, on les trouve aussi sur la ferme. Enfin, les 2000 espèces, on savait à la fois tout et rien dire. Ça peut paraître beaucoup pour certains et rien pour d'autres. Mais en tout cas, dès qu'on cherche une espèce, enfin, qui est potentiellement présente dans la Drôme et qui a son habitat sur la ferme, on la trouve. Et je trouve ça vraiment assez fort et assez parlant. Caméra. Ouais, pour suivre les animaux qui viennent au mar. Toutes les espèces, tu vois, les chevaliers, les trucs, bah, on le verrait pas forcément s'il n'y avait pas les caméras qui nous le montraient. Et c'est là qu'on voit qu'en fait tous les soirs il y a le renard qui vient boire, il y a du blaireau, il y a des. En fait, ça nous permet de voir tout ce qu'on peut pas voir avec nos yeux. Donc du coup voilà, ouais, ce côté aussi un peu colonisation assistée, refaire venir des espèces qu'on sait qu'elles ne reviendraient pas sans nous, mais si on les fait revenir, on sait très bien que ça va marcher. On a essayé avec 2-3 espèces d'insectes où là ça marche plus difficilement parce que bon, bah, c'est compliqué. Et une fois qu'elles ont trouvé leur habitat, bah, ces espèces en fait une fois qu'on a cassé le problème de colonisation, qu'elles n'arrivent pas à passer, bah, elles vont recommencer à essaimer et une fois que ça essaime, bah, après ça va pouvoir proche essayer d'aller coloniser. Et si autour il y a des initiatives qui se refont, ce qui est le cas, bah, ça pourra aller coloniser chez eux, tu vois, c'est vraiment redonner un second souffle à ces espèces-là. Il y a 25 hectares qui ont 5 ans et il y a une dizaine d'hectares, je crois à peu près, qui ont 1 an. Et tu sais pourquoi ils ont repris autant de surface? Alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà pour les bêtes, être autonome en foin, enfin ça avec toutes les sécheresses, ça c'est être plus light. Ouais. Et il y a aussi cette volonté de reprendre plus de terre pour avoir une plus grosse emprise pour le vivant. Mais du coup, ils vont peut-être avoir besoin d'être plus nombreux sur la ferme. Bah c'est que là c'est le maximum, tu vois. Ils savent très bien qu'ils ont beau avoir envie de favoriser le vivant au maximum, ils peuvent pas se permettre d'attirer plus. Parce qu'à un moment ça va être trop galère pour eux quoi. Enfin... Le suroyèble, ça c'est en fleurs, c'est la folie furieuse pour les insectes. Mais alors ça là, en juillet, t'as tous les insectes qui sont dessus, c'est impressionnant. Là tu vois les fleurs commencent à se terminer, donc ça sera pour les oiseaux en migration, ça leur fera des petits fruits. Ah ouais, c'est une vivace qui chaque année repousse ici. Ok. Alors et donc là on arrive au fameux barrage à castor. Oh waouh. Construit Il y a 3 mois. Alors, attends, je vais juste voir un truc. Ah, une poule d'eau. Une poule d'eau. Ouais, en fait il était un peu abîmé à cause de la crue, je refais juste un mini rustine. Parce qu'en fait je l'ai réparé hier parce que je savais que tu neiges, j'en avais marre de le voir à sec. Donc, j'imagine que tu connais Baptiste, Morisot. Je le connais pas personnellement. Ouais, non mais. Donc il nous a ramené à un projet complètement farfelu des États-Unis. Donc de Californie où là-bas, bon, tu sais, niveau sécheresse, changement climatique, ils se le prennent déjà de plein fouet, enfin encore plus puissant que nous. Et un truc complètement génial qu'ils ont inventé. Si les ingénieurs des rivières, ça c'est bien sympa et tout, mais on a le castor, enfin on a le constat que toutes nos rivières sont, enfin je crois que c'est 80-90% de nos rivières sont dans un état de conservation critique. Et en fait, je me suis rendu compte quand je suis arrivé ici que je savais pas que c'était une rivière en bonne santé. Toi pour toi c'est quoi une rivière en bonne santé? Bah, c'est une rivière qui coule pas trop vite, qui a des moments où elle va vite, des moments où elle ralentit, où il y a des espaces pour que la biodiversité puisse vivre et où les plantes vont nettoyer certaines parties. C'est une rivière avec de la diversité en fait. Ouais, c'est une partie de la réponse. Dans le prochain épisode, Melvin vous expliquera comment fonctionne l'ouvrage Castor mimétique du Grand Laval et le vivant que ce petit édifice, mis en place avec l'énergie de plein d'humains venus sur la ferme en mars dernier, a créé en quelques mois. Je ne résiste pas à l'envie de vous partager un extrait de l'intervention de Baptiste Morisot à la Manufacture d'idées cet été, pour vous faire saliver avant d'écouter la dernière partie de cette série. Pour recevoir en direct les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au canal Telegram du podcast.
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'un des immenses enjeux du XXIe siècle, c'est, comme le disent certains chercheurs en hydromorphologie, c'est de passer d'une ère du drainage à une ère de la réhydratation. C'est de changer complètement notre rapport à l'eau. C'est ce que j'appelle les pensées désaltérées de l'eau. Pour passer d'une ère où on a systématiquement évacué, bétonné, pollué l'eau, à une ère où on va systématiquement ralentir, infiltrer, protéger, partager l'eau. Et donc voilà, vous êtes dans les années 2000 et les hydrologues, les hydromorphologues, les meilleurs scientifiques du monde sur ces questions font émerger cette idée. Et à cet instant, ils prennent conscience que il s'avère qu'il y a une force sur Terre qui fait ça depuis 8 millions d'années. Et ça s'appelle un castor. Et c'est là que le castor devient intéressant. Le castor devient intéressant parce que sa manière d'être vivant, les effets collatéraux de son existence, face à une eau qui est rapide, qui a tendance à s'évacuer, eh bien, il va la ralentir, l'infiltrer, la partager, la ramifier. Et ce faisant, il va créer des mondes, c'est-à-dire des habitats, pour une richesse de vie extrêmement grande. En fait, tous les taxons des fonds de vallée, toutes les familles de vie des fonds de vallée, que ce soit les odonates, les batraciens, les amphibiens, les poissons, les micro-invertébrés, les oiseaux, sont favorisés par son action sur le milieu. Et pourquoi ? Parce que face à une eau que la gravité pousse à rejoindre la mer en laissant le monde sec, il va faire des oasis partout. Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode ? Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre.